À la fin des années 90 et au début des années 2000, la Suède est devenue l'un des pays de prédilection des braqueurs. Je m'appelle Anders Sadali et j'ai été braqueur professionnel en Suède pendant 10 ans. J'ai commencé par braquer des banques, des bureaux de poste et j'ai fini par des fourgons de transport de fonds. Je sais qu'en Suède, entre 1998 et 2004, il y a eu 225 braquages. Ça fait à peu près un braquage par semaine. On braquait des banques, des fourgons blindés. Le gouvernement a même coupé les transports de fonds vers Stockholm destinés à fournir les distributeurs automatiques pour raison de sécurité. Ils ne savaient plus quoi faire. On assistait régulièrement à des opérations quasi militaires, avec usage d'armes lourdes. C'était des crimes extrêmement organisés, qu'on voyait très rarement dans des villes comme New York ou Londres. On se serait cru à Gotham City, c'était le Far West. Toutes les semaines, on regardait les infos pour voir qui était recherché. J'allumais la télé en me disant alors, est-ce qu'ils sont sur mon dos ou pas encore? À l'époque, la Suède avait la réputation d'être assez laxiste sur ces crimes. Je pense que beaucoup de criminels ont voulu profiter de cette faille et ont considéré la Suède comme l'endroit idéal pour commettre ce genre de crime, tout en s'en tirant à moindre frais en cas d'échec. Dans le quartier de Västberga se trouvait un centre fort géré par une société de gardiennage. C'était le seul gros dépôt de billets en Suède et n'avait pas encore été braqué. Il contenait des centaines de milliers de couronnes. C'était vraiment un coup très marquant à faire. La cible, c'était un dépôt de billets de banque situé en bordure du centre-ville de Stockholm. C'était un peu la réserve fédérale de la capitale. C'est là qu'était entreposé l'argent destiné aux distributeurs automatiques de Stockholm. C'était comme un énorme coffre-fort, a priori inviolable. Ce bâtiment n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est son emblématique pyramide de verre sur le toit. Ce centre-fort pouvait contenir l'équivalent de 50 millions de dollars en billets. C'est vraiment une somme énorme à avoir au même endroit, au même moment. Quand je braque un fourgon de transport de fonds, je sais exactement avec combien d'argent je vais devoir m'enfuir. Mais si je m'attaque à un dépôt, je sais que je n'arriverai pas à repartir avec tout l'argent. Pour une bande organisée, s'attaquer au plus gros centre fort de Suède, c'est un défi énorme et très audacieux. Il faut d'abord passer la porte d'entrée du bâtiment et traverser 6 étages hautement sécurisés avant même de parvenir au coffre-fort. C'était vraiment un défi insensé. Il y avait plus de 150 caméras de sécurité, 20 personnes dans le bâtiment et le coffre-fort était au 6e étage. En arrivant au 6e étage, il y avait des verrières intérieures en verre blindées ainsi qu'une porte blindée en acier sur mesure, capable de résister plus de 15 minutes en cas d'assaut. Donc, même une fois arrivé jusqu'à cette porte, il était quasiment impossible d'entrer dans la pièce et encore moins d'en ressortir avec l'argent. Ce centre-fort était une vraie forteresse, mais en cas de braquage réussi, le butin était très, très intéressant. Derrière tout braquage, il y a toujours un cerveau. Dans cette affaire, le cerveau, c'était Goran Bojovic. C'était un homme qui ne passait pas inaperçu. Il mesurait 1,98 m, il portait des costumes de luxe et il menait une vie assez tape à l'œil. Goran, surnommé le géant, était un peu un playboy. Il aimait toutes les belles choses. Son territoire, c'était Monaco ou Cannes. Il avait une nouvelle femme à chaque bras à chacune de ses sorties. C'était pas le genre d'homme à mener une vie discrète. Il était né en Suède, mais il avait grandi dans son pays d'origine, le Monténégro, dont était issue sa famille. Il n'avait absolument aucun antécédent judiciaire. Il était gérant d'une entreprise de construction d'apparence tout à fait honnête. Toutefois, la police suédoise, un peu plus méfiante et cynique, le soupçonne de faire le lien entre le grand banditisme suédois et le grand banditisme serbe et monténégrin. Mais ce dont la police suédoise ne peut absolument pas se douter à ce stade, c'est que Goran Bojovic, le géant, est en train de planifier le braquage le plus ambitieux et le plus élaboré de l'histoire criminelle.
Dans notre société, tout le monde suit un planning. Dans ce planning, il y a le moment où on va au travail, où on dépose nos enfants à l'école et où on touche de l'argent. On touche son salaire le 25 du mois, tous les mois. Donc, 1 ou 2 jours avant le 25, les banques entreposent des billets supplémentaires au centre fort pour se préparer à des sorties d'argent, alimenter les distributeurs et anticiper les retraits. Il y a certains jours de l'année où le dépôt contient plus d'argent et d'autres jours moins. Goran décide que le jour idéal pour ce braquage sera le 23 septembre, ce qui lui laisse 4 mois pour l'organiser. La préparation de cette opération doit être absolument millimétrée. Goran s'attaque à un bâtiment sur lequel la réaction de la police sera extrêmement rapide et efficace. Donc Goran, le géant, doit se constituer une équipe. Et il faudra que cette équipe soit impeccable. L'une des premières personnes qu'il recrute est un ancien complice, Charbel Charo, surnommé le prof. En 2009, Charbel Charo était déjà l'un des plus grands criminels de Suède. Mais il mène une double vie, presque un dédoublement de personnalité. Il travaille avec des enfants et des adolescents dans des centres pour les jeunes. Il enseigne l'éducation physique, le foot et le football américain. Pendant ma période dans le banditisme, pendant 10 ans, j'ai toujours eu un métier normal. J'ai bossé dans une station-service, j'ai été aide-soignant pendant 2 ans et demi, à donner à manger à des personnes âgées. Et à cette époque-là, j'étais millionnaire. J'allais quand même au boulot tous les matins pour ne pas sembler suspect. Charo est tout le contraire de son ami. Il est introverti et il mène une vie assez paisible. Le genre de criminel que j'admire, c'est celui qui ne s'est jamais fait prendre. C'est celui qui a fait les plus gros coups, mais dont personne ne sait vraiment qui il est. Celui qui ne frime pas avec son argent et pour qui, quand c'est fini, c'est vraiment fini. Le prof est arrivé de Syrie quand il était enfant, en tant que réfugié de guerre. Il a grandi dans les quartiers les plus durs et les plus mal fréquentés de Stockholm. Et là, Charbel est devenu un expert en recrutement dans le milieu criminel. Ce type connaît tous les gens qui comptent dans le milieu. Goran Bojovic et Charbel Charo se rendent compte que s'ils veulent s'introduire dans le centre fort par la porte principale, ça va être très compliqué. En revanche, il y a le puits de lumière de la pyramide sur le toit, qui est beaucoup moins sécurisé. Donc, si la salle où se trouve l'argent est située au 6e étage et qu'il y a une verrière sur le toit, ça peut être un bon point d'entrée. Il faut dire qu'un toit vitré sur un bâtiment susceptible de contenir 150 millions de dollars en billets n'est pas l'idée du siècle. Donc là, le géant se dit que tout ce qu'il leur faut, c'est un homme fort et motivé pour arriver à casser le toit de verre et donc franchir le premier obstacle d'entrée dans ce bâtiment. Pour passer cette première étape, il faut de la force physique. C'est là que Safia Kadom intervient. Safa, le gros bras, est animé par la soif de victoire. Il a un passé de boxeur dans la catégorie poids lourd. Je pense qu'en règle générale, Safa était souvent sous-estimé. Parce qu'à première vue, on se dit que dans une équipe, il est là pour ses muscles. Mais quand on voit les coups qu'il a commis dans sa carrière de braqueur, on se rend compte qu'il est aussi extrêmement intelligent. L'un des braqueurs a menacé le personnel du musée ainsi que les visiteurs armés d'une mitraillette, pendant que 2 autres sont montés à l'étage pour décrocher les œuvres. Ils se sont enfuis avec un butin d'une valeur de 20 millions de couronnes. C'était un criminel expérimenté. Il a participé à l'un des plus gros vols d'œuvres d'art de l'histoire. L'équipe doit donc franchir la pyramide de verre, mais il leur faut ensuite descendre sur la mezzanine du 5e étage, avant de pouvoir remonter au 6e. Et pour ça, ils ont forcément besoin d'échelles. Mais après ça, comment vont-ils franchir les vitres blindées et la porte blindée en acier ?
Michael Södergran, surnommé Monsieur Dynamite, n'a pas les mêmes antécédents que les deux autres. Il est issu d'une famille de classe moyenne, plutôt stable, mais au fil de ses voyages, il se rend compte qu'il adore les sports extrêmes. Cela crée chez lui une véritable addiction à l'adrénaline, ce qui finit par le pousser à braquer des banques. Södergran suit simplement ses talents et ses centres d'intérêt naturels. Il est accro à l'excitation du braquage. Et il devient un expert en explosifs. En général, et sur ce genre de coup en particulier, si on veut se servir d'explosifs, il faut avoir quelqu'un qui s'y connaisse. Parce qu'avec juste 20 ou 30 grammes de trop, on risque de faire exploser toute la porte et de se faire exploser soi-même. Michael Södergran, Monsieur Dynamite, a été engagé pour ses compétences afin de faire exploser les vitres blindées et la porte renforcée en acier. Le géant a désormais constitué une équipe complète. Il leur reste 4 mois pour préparer le braquage le plus spectaculaire de l'histoire de la Suède. Il est maintenant temps de se mettre au travail. Ils savent comment briser la pyramide de verre, descendre au 5e étage, puis remonter au 6e. Monsieur Dynamite, l'expert en explosifs, va devoir trouver la meilleure solution pour franchir les vitres blindées ainsi que la porte blindée en acier. Mais la toute première question à régler, c'est de savoir comment arriver sur le toit. Dans ma carrière dans les forces de l'ordre, j'ai vu des criminels agir en hors-bord, en semi-remorque, en moto, tout type de moyens de transport utilisés pour des braquages. Mais je n'avais jamais vu de coup en hélicoptère. La seule solution pour pouvoir déployer toute l'équipe en même temps, c'est par hélicoptère. La police ne peut pas tirer sur un hélico en pleine ville, parce que s'il s'écrase, ça fait forcément des victimes. Quand on y réfléchit, l'idée de l'hélicoptère est très ingénieuse. C'est presque la garantie d'une fuite assurée. Une fois dans l'hélicoptère, ils sont sortis d'affaire. Personne ne peut les arrêter. Mais Goran Bojovic a un problème. C'est qu'il n'a pas d'hélicoptère, ni personne pour le piloter. Ce qui est compliqué quand on veut faire un coup en hélicoptère, c'est qu'il faut trouver une personne capable de le piloter, pour commencer. Mais il faut aussi faire face à un autre problème. C'est que les forces de l'ordre aussi ont des hélicoptères qui sont pilotés par des experts, souvent d'anciens militaires. Donc, il faut être prêt à s'opposer aux meilleurs pilotes du pays. Goran, le géant, sait qu'il va avoir besoin d'un pilote. Donc il s'adresse à l'un de ses contacts du milieu, très loin, à Belgrade, Milan Sevo. Milan Sevo est le chef présumé de la Jugomafia, un groupe de crime organisé dans les Balkans. L'avantage d'aller chercher un pilote dans un pays étranger, c'est qu'il est inconnu en Suède, donc il lui suffit de venir, de piloter l'hélico et de repartir dans son pays. Le problème, c'est qu'au départ, Milan Sevo ne trouve pas de pilote. Le géant est déçu, parce que Sevo fait chou blanc. Mais ce qu'ils ne savent pas, ni l'un ni l'autre, c'est que le gouvernement serbe a mis Milan Sevo sur écoute. Les autorités serbes ont entendu une conversation entre Milan Sevo et Goran Bojovic concernant l'organisation du braquage en question. Les autorités serbes préviennent donc la police suédoise qu'un braquage en hélicoptère se prépare quelque part à Stockholm, que c'est un gros coup et que Goran Bojovic est impliqué. D'après mon expérience professionnelle, quand on reçoit une information sur un coup d'une telle ampleur, impliquant un hélicoptère, de la part du plus haut d'un service de renseignement, on ne reste pas sans rien faire. Le problème, c'est que personne ne sait où ni quand le braquage est prévu. Donc les autorités placent immédiatement Goran Bojovic sous surveillance et le mettent sur écoute.
Goran n'a toujours pas de pilote. Il va devoir en trouver un moins loin et le temps file. Donc, au début du mois de septembre, Goran et Charbel donnent rendez-vous à un candidat potentiel et commencent à s'entretenir avec un jeune Suédois d'une trentaine d'années, bien sous tout rapport. Ce rendez-vous se fait sous la surveillance d'un policier en civil. Alexander Eriksson ne fait pas partie du même monde que les autres membres du groupe. Il travaille dans le milieu télévisuel et il a un brevet de pilote d'hélicoptère. Eriksson est même issu d'un milieu très aisé. Eriksson a traversé des problèmes d'addiction à la cocaïne et aux amphétamines. Ça semble indiquer un certain besoin de stimulation, donc une tendance à l'ennui. Il aime mélanger les genres et vivre dangereusement. Ils ont eu son contact par la personne ou la bande qui lui vendait de la drogue. Dans ce milieu, il faut savoir manipuler les gens. Moi, je sais parler aux gens, il faut savoir les pousser, leur dire que c'est un coup assuré, qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, sans aucun risque, qu'on couvrira leurs arrières, et si la personne trempe déjà dans la drogue, c'est encore plus simple. Eriksson se montre très intéressé par la perspective de ce braquage. Il leur donne même des informations auxquelles il a accès et propose de voler un hélicoptère qu'il a déjà piloté dans un héliport très peu sécurisé. Je ne pense pas qu'ils aient eu besoin de beaucoup insister. Le coup était très tentant. Le géant et le prof ont désormais leur pilote. Ils rappellent Milan Sevo pour lui dire qu'ils ont leur homme et qu'il n'y a plus besoin de chercher. Et bien sûr, la police suédoise surveille cet appel. En déchiffrant toutes les conversations échangées, les autorités pensent avoir compris où le braquage aura lieu. La police suédoise est désormais persuadée de pouvoir arrêter les coupables du plus gros braquage de l'histoire de la Suède. Quand on est enquêteur, c'est un moment incroyable. Dans ce genre de situation, c'est là qu'on passe à l'action, qu'on forme nos équipes pour prendre les braqueurs la main dans le sac. On fait une grosse réunion avec des agents de surveillance, des unités spécialisées, des pilotes d'hélicoptères. On met beaucoup d'argent sur une seule journée pour arrêter des coupables. Il y a l'excitation, l'adrénaline. Et il ne se passe rien. J'ai déjà ressenti ça. Je sais l'effet que ça fait. C'est décevant et on a l'impression de tout reprendre à zéro. S'il ne s'est rien passé, c'est parce que Goran savait depuis un moment que son téléphone était sur écoute. Il s'était servi de ça pour donner de fausses informations à la police. Goran le géant est au sommet de son art. À ce moment-là, le groupe est donc tranquille pour procéder aux derniers préparatifs pour s'attaquer au lieu prévu, à la date prévue depuis le début. La bande se rend compte que pour éviter une arrestation ou une panne d'hélicoptère, ils doivent mettre en place un plan chronométré. Ils vont devoir entrer et sortir en 10 minutes pile. Pour cela, il va leur falloir une grande perspicacité, beaucoup de répétitions et une planification parfaite. Pour un coup de ce genre, je répéterai tout avec un chronomètre. Il faut tout chronométrer à la seconde. Sauter de l'hélicoptère, briser la vitre, descendre l'échelle, faire sauter la porte, ouvrir le coffre, mettre l'argent dans les sacs. Je minuterai tout précisément et je répéterai avec tout le monde, même le gars qui prend les billets avec moi. Toi, tu tiens le sac, tu te mets de quel côté, moi je prends les billets. On ferait tout au millimètre pour être sûr à 100% que tout se passe comme prévu. Le groupe sait que l'utilisation d'explosifs leur permettra non seulement d'accéder à leur cible, mais aussi de ralentir l'arrivée de la police, qui devra faire appel à différentes unités avant de pouvoir entrer dans le bâtiment. Les vitres blindées représentaient un vrai défi. L'un des seuls moyens de les briser, c'était de faire exploser le cadre.
Pour cela, on se sert d'un cadre chargé d'explosifs que l'on place sur une porte ou une fenêtre et qui permet de s'introduire rapidement dans un bâtiment ou une pièce. Ensuite, comment vont-ils franchir la porte blindée? Elle était capable de résister à un assaut de 15 minutes à la meuleuse. Le seul point de faiblesse se trouvait autour de la poignée et de la serrure. C'est là que M. Dynamite a eu l'idée brillante de remplir des canettes avec des explosifs pour pouvoir les fixer autour de la serrure grâce à des aimants. Il faut beaucoup de créativité et une touche de génie pour avoir ce genre d'idée. Je suis toujours très impressionné par les gens comme ça. C'est ce qu'il y a de plus dur. Les braqueurs savent qu'au moment où ils entreront dans le bâtiment, ça déclenchera une alarme chez la police. Donc ils préparent quelques stratagèmes pour ralentir leur arrivée. C'est plus qu'un simple braquage. C'est digne d'un exercice militaire qui nécessite d'anticiper les réactions de l'adversaire et de prévoir de les ralentir avant même d'entamer la mission. Ils se sont levés dans la nuit pour tout préparer et vérifier. Les heures qui précèdent un braquage sont toujours interminables. On dirait que le temps est figé. C'est la partie la plus stressante. C'est vraiment une longue attente. Dans la nuit, le prof et le pilote se rendent à l'héliport. Ils entrent dans le hangar par effraction en découpant tout simplement la toile. Et là, ils trouvent un hélicoptère Bell 206 Jet Ranger. Ils poussent l'engin jusqu'à l'extérieur, mettent les gaz et ils décollent. Le coup du siècle est lancé. Sur le trajet, ils récupèrent M. Dynamite et Gros Bras, avec tout le matériel dont ils auront besoin pour leur casse. Cette nuit-là, il y a 11 employés au centre fort qui travaillaient au comptage des billets. C'est l'une des nuits les plus chargées de l'année. J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit de particulier. Mais petit à petit, le bruit du rotor se fait de plus en plus fort. Ça attire leur attention. Les murs se mettent à trembler. Et là, la réaction d'urgence se met en place. Sous les yeux des employés, il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Un hélicoptère est en train d'atterrir. Allô, ici le service de secours. Un hélicoptère vient d'atterrir sur le toit. Dans ce bâtiment sont stockés des centaines de millions de dollars. Et une attaque est en train de se produire. Pour les employés du centre fort, ça a dû être absolument terrifiant de se trouver dans ce bâtiment. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose qui les séparait des braqueurs. Gros Bras s'attaque directement à la pyramide. Ils sont en train de casser les vitres. On est au centre fort de Vastberga. Il n'a fallu que 5 ou 6 coups pour briser l'une des vitres de la pyramide. Le premier obstacle est franchi. En passant à travers la pyramide, Kadom se coupe avec les résidus de verre, ce qui ne va pas lui rendre service.
Ensuite, ils introduisent les échelles qui font pile la bonne longueur. Toute l'équipe arrive sans encombre au 5e étage, prêt à remonter au 6e pour l'attaque. En quelques minutes, la police est alertée et arrive rapidement sur les lieux. Goran Bojovic dirige l'opération, loin de la scène de crime, en donnant des indications depuis un lieu qui ne pourra pas être relié au centre fort. On est connecté à la radio de la police, donc on entend ce qu'ils font, on connaît leurs procédures, on a toujours un coup d'avance. La police se rend rapidement au centre fort. Et en sortant de leur véhicule, ils se rendent compte que tous leurs pneus sont crevés. Car les braqueurs ont déposé des herses crève-pneus pour les ralentir. Ça fait partie du plan. On jette des pointes pour créer la confusion. Comme ça, rien ne peut se passer au sol et on ne peut se déplacer que par les airs. Psychologiquement, dans la tête des policiers à cet instant-là, la question qui surgit forcément, c'est qu'est-ce qu'ils ont pu prévoir d'autre? Les braqueurs se retrouvent face au second obstacle, les vitres blindées. J'ai déjà utilisé des explosifs pour faire sauter des portes et m'introduire quelque part. La quantité d'explosifs est cruciale au gramme près. Si on en met trop peu, la porte ne s'ouvre pas. Si on en met trop, c'est dangereux, on risque de tout faire sauter. Mikael Södergran se montre à la hauteur de son surnom de Monsieur Dynamite. L'équipe peut monter à la dernière échelle et s'attaquer au 3e obstacle, la porte blindée en acier. J'imagine que là, les employés qui étaient en train de travailler dans le bâtiment se sentent vraiment pris au piège. Ils savent que les braqueurs vont tout faire pour entrer. Donc celles et ceux qui travaillaient dans la chambre forte doivent être absolument terrorisés. Ils savent que les braqueurs vont arriver pour prendre les billets. Ce qu'ils ne savent pas, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller pour ça. Sont-ils capables de tuer quelqu'un, par exemple? Les secondes passent, les minutes passent, et le plan de départ très minuté, censé se dérouler en 10 minutes, semble se prolonger un peu. Pour moi, un braquage pareil en 10 minutes, c'est impossible. Il faut déjà 10 minutes rien que pour mettre l'argent dans les sacs. Là, dans la tête des braqueurs, il se passe un tas de trucs. Ils pensent à l'hélicoptère qui est en train de tourner au-dessus du bâtiment, et donc de consommer du carburant. Et puis, plus les minutes passent, plus le risque augmente de finir par se retrouver nez à nez avec la police. Cette porte blindée est le dernier obstacle entre les braqueurs et les millions de dollars de billets de banque. S'ils échouent, tout est perdu. Monsieur Dynamite pose ses canettes remplies d'explosifs en les aimantant à la porte. Pour les employés présents dans la chambre forte, ça doit être absolument atroce. Ils doivent se demander s'ils reverront leur famille, s'ils rentreront chez eux en vie après ça. La première explosion sert de sommation. Elle permet aux personnes présentes dans la pièce d'évacuer, afin de minimiser le risque de faire des victimes ou même de devoir prendre des otages. Et si la première détonation n'avait pas suffi, la seconde était plus forte. Tout le monde évacue la pièce. À peine 30 secondes après que le dernier employé a quitté la chambre forte, Kadum Grosbras enfonce la porte et toute l'équipe pénètre dans la pièce. L'unité armée de la police se rapproche et ils ne sont plus très loin du centre fort. D'expérience,
Je sais que lorsqu'on entend des explosions provenant de l'intérieur du bâtiment, on pense à plusieurs choses. 1. Sur qui sont-ils en train de tirer? Et 2. Quel genre d'armes ont-ils? L'usage d'explosifs est en soi une stratégie pour ralentir la police. En entendant des explosions, la police doit forcément faire une pause pour appeler une équipe de déminage afin d'évaluer la procédure à suivre. Et ça fait toujours gagner du temps aux braqueurs. Bojovic a assuré leurs arrières de toutes parts. Il a ralenti les véhicules d'intervention avec des herses et il a ralenti l'intervention des unités grâce aux explosions. Toutes les procédures policières qui auraient pu permettre leur arrestation ont été ralenties. La dernière option pour la police, c'est de faire intervenir les 2 hélicoptères. Les unités de pilotes de la police sont non seulement sélectionnées avec soin, mais elles sont aussi spécialement entraînées pour ce genre de situation. Donc s'ils parviennent à faire décoller leurs hélicoptères assez vite, les braqueurs n'ont aucune chance. Les braqueurs pénètrent dans la chambre forte et arrivent devant les cages. Tous les billets sont à l'intérieur et elles sont cadenassées. Les braqueurs ont une scie circulaire, toujours utile pour les braquages. C'est assez lourd, ça pèse 10 ou 15 kilos. Il faut avoir assez de force pour la porter dans une certaine position. Mais c'est un outil très pratique parce que ça ouvre tout. Quand on voit les millions de dollars, ça donne le sourire. Là, on sait qu'on va repartir avec, ça fait une vraie décharge d'adrénaline. Mais l'excitation ne dure que quelques secondes. Après, on repasse à l'action. Quand on met les billets dans le sac, on prend évidemment les plus gros billets. C'est sûrement ce qu'ils ont fait aussi. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. On ne se parle pas, parce que parfois, il y a des micros qui enregistrent ce qui se passe dans la pièce. Donc, il est essentiel de ne pas parler du tout. Ils mettent bien plus de temps qu'ils ne l'avaient prévu. Donc, à tout moment, ils ont l'angoisse que la police puisse arriver. Du côté de la police, les hommes de la brigade volante se précipitent au hangar. Et là, ils voient une caisse noire avec un petit voyant rouge qui clignote. Ils s'arrêtent net. Parce que pour eux, il peut s'agir d'une bombe. Tout ce qu'ils ont fait pour ralentir la police, c'est déjà une mission à l'intérieur de la mission. Il est clair qu'ils savent exactement comment procéder pour ralentir la police. Donc là, on se dit automatiquement qu'il ne s'agit pas de délinquants à la petite semaine. Est-ce qu'il s'agit d'anciens militaires, d'anciens policiers? En tout cas, il s'agit forcément d'une équipe de spécialistes formée spécialement pour ce cas précis. Quand on connaît les procédures policières, on sait qu'ils doivent appeler les démineurs, donc on sait qu'on gagne du temps, parce qu'ils vont devoir sécuriser la zone. Si la police voit une caisse qui ressemble à une bombe, ils ne la toucheront pas, parce qu'en Suède, il arrive que des bombes explosent. Ce que la police ne sait pas à ce stade, c'est qu'il s'agit juste d'une boîte à outils en plastique avec une LED clignotante dessus, déposée exprès par des complices de Bojovic lors de la préparation du braquage. Ils doivent appeler les démineurs. Donc, aucun hélicoptère de la police ne peut décoller dans l'immédiat. Une fois qu'on a mis les billets dans les sacs, il faut encore ressortir avec. Donc, il faut sortir de la salle au plus vite et remonter dans l'hélico. On court pour sortir de la chambre forte et on cède pour remonter à l'échelle. Et c'est dur. Plus de 10 millions de couronnes dans chaque sac qu'il faut porter jusqu'en haut.
Les billets, c'est très lourd. Il faut avoir une sacrée force pour porter ça. Il y en a toujours un qui monte plus vite que l'autre et qui pousse derrière pour accélérer et arriver plus vite à l'hélico. Le pilote était excellent. Il a réussi des manœuvres qui ne sont pas à la portée de tout le monde. C'était très impressionnant. L'hélicoptère est déjà en train de s'élever quand les braqueurs ferment la portière derrière eux. Et là, ils sont hors d'atteinte. Se retrouver dans un hélico à la sortie du centre-fort avec des sacs remplis de billets, rien que d'y penser, je sens presque cette adrénaline. Ils ont leur butin et ils savent que la police ne peut pas les poursuivre et doit se contenter de les regarder prendre la fuite depuis la terre ferme. Une chasse à l'homme est en cours ce matin en Suède pour retrouver des braqueurs qui ont commis un casse impressionnant. Une récompense de 7 millions de couronnes est en jeu, soit près d'1 million de dollars, ce qui donne une idée de la somme dérobée. 1h10 après que l'hélicoptère a décollé du toit, la police parvient enfin à pénétrer dans le bâtiment. Les policiers montent au 6e étage et se retrouvent face à une scène d'apocalypse. Il y a des débris partout. Des cadres de porte, des cadenas cassés, des billets dans tous les sens. On dirait qu'une opération militaire a eu lieu dans cette chambre forte. La police découvre aussi que les braqueurs ont laissé une partie de leur matériel derrière eux. Quant à Safa Kadom, il a aussi laissé du sang sur les lieux. Dans ce genre d'enquête, je constate généralement que ce qui met la police sur la bonne piste, ce sont les erreurs, même minimes, commises par les criminels. Dans cette affaire, les enquêteurs retrouvent un boîtier GPS dans l'hélicoptère qui a servi aux braqueurs et dans lequel sont enregistrés les différents points où l'hélicoptère s'est posé. Donc, en analysant les données téléphoniques sur ces points d'étape, on peut avoir des indications sur les téléphones utilisés lors du braquage. Au bout de 4 jours de travail, les enquêteurs parviennent à identifier 14 téléphones prépayés ayant servi aux braqueurs. Donc, l'étape suivante, c'est de relier ces téléphones aux individus qui les ont utilisés. Assez vite après le braquage, Charbel Charot, le prof, est arrêté par les autorités. C'était peut-être un coup de chance. Peut-être pas, on ne saura jamais. En tout cas, ça donne une vraie piste aux enquêteurs, puisque dans sa voiture, ils retrouvent des tickets de caisse qui le relient aux cartes SIM utilisées dans les téléphones qui ont servi pendant le braquage. Quand on tombe sur une piste pareille, là on se pose et on se dit « Ça y est, on les tient, c'est bon ». Les tickets de caisse relient Charot au braquage. Mais les données téléphoniques permettent aussi de relier Bojovic à toute l'affaire. Pour les autres membres de l'équipe, ils sont confondus grâce à un autre type de preuve. Michael Södergran, Monsieur Dynamite, a laissé des traces ADN sur des explosifs qui n'ont pas sauté. Quant à Safa, le gros bras, il s'est coupé en entrant par la verrière. Alexander, le pilote, a carrément laissé son ADN sur le boîtier GPS. Ils avaient pris quelques précautions pour éviter de laisser des traces, mais ils avaient été un peu négligents. La file d'attente était longue ce matin devant le palais de justice de Stockholm. Il y avait les médias et des dizaines de personnes espérant assister au procès du braquage le plus spectaculaire de l'histoire de Suède. Les avocats de la partie civile ont réussi à lier tous les suspects au braquage de façon certaine. Goran Bojovic, le géant,
est condamné à 3 ans de prison pour avoir été l'instigateur du braquage. C'est la peine la plus courte du groupe, puisqu'aucun élément ne permet de le placer sur les lieux. Charbel Charo, le prof, est condamné à 5 ans pour l'instigation du braquage. Safa Kadom, gros bras, est condamné à 7 ans pour avoir pénétré dans le bâtiment armé d'un fusil d'assaut. Mikhail Sodergran, Monsieur Dynamite, est condamné à 5 ans pour son rôle dans le braquage. Et Alexander Eriksson, le pilote, a été condamné à 7 ans pour le braquage et le pilotage de l'hélicoptère. 7 years. Lors de ce braquage, la somme volée s'élevait à 5 300 000 $. Et seulement 8 000 $ ont été retrouvés. Ça laisse une somme énorme en circulation dans la nature.